Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. On va vous parler des familles monoparentales aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est que la monoparentalité? Comment la définit-on? Quand on mentionne les parents solos, on pense à un parent qui s'occupe seul de ses enfants et ce sont souvent des femmes. Il faut bien le dire, chiffres à l'appui. Je voudrais aussi vous signaler une expo Cordon à la Cité Miroir de Liège à partir du 15 février jusqu'au 9 mars 2025. Eh bien, Cordon vous présente ces photos que vous allez voir voilà, dans ces écrans tout au long de cette émission. Et ces photos, on les doit à Christophe Smets, qui a donc réalisé, sous forme de reportage, témoigné de ces difficultés que rencontrent les mamans solo en Belgique francophone. Voilà, Christophe Smets, Cordon, à voir à la Cité Miroir. Et puis, je vous présente mes invités que je suis ravie de recevoir. Bonjour à vous, je commence par Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Catherine. Evelyne Nottebar, vous êtes maman solo d'un petit Noah de 7 ans et indépendante massothérapeute très bientôt. En face de vous, il y a Marie-Denis. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes. Il y a aussi Amandine de Doncker. Bonjour Amandine. Bonjour Catherine. Vous êtes assistante sociale au Relais Famille Mono, un dispositif d'aide et de soutien aux familles monoparentales. Et enfin, last but not least, Lotte Dameus. Bonjour Lotte. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la cellule Recherche-Action et chargée de recherche à la Fédération des services sociaux et vous êtes sociologue. Je vais commencer avec, pour présenter peut-être, être femme, précaire et parent solo, c'est le rapport qui vient de sortir donc en Wallonie, famille de relais des familles mono et aussi de la Fédération des services sociaux. Pour en parler, je vais peut-être demander à Lotte et à Marie justement ce rapport. D'abord Lotte, dites-nous de recherche qui sort là maintenant, être femme précaire et maman solo. Comment définissez-vous, vous, dans ce rapport, la monoparentalité? En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente chez nous? Et donc, c'est vrai, comme vous l'aviez dit, la monoparentalité, on pense que c'est un parent seul avec enfant. Alors, il n'existe pas une définition unique. Donc, c'est vrai que les définitions peuvent varier en fonction du degré si on tient compte des différentes formes ou modalités de garde d'enfants. Donc, il y a des définitions plus strictes et puis des définitions plus larges. Mais donc, il faut quand même souligner que derrière, souvent, quand on veut définir un groupe, il y a des situations concrètes là derrière qui peuvent varier, mais on voit quand même qu'il y a des caractéristiques qui ressortent quand même sur qui il y a en fait derrière ces situations de monoparentalité, et notamment en termes de genre et de situations de précarité. Mais donc, peut-être juste pour dire comment est-ce qu'on calcule en fait les familles monoparentales. Il y a deux grandes façons de les calculer. Soit on se base sur les registres de la population, donc c'est des données administratives liées à la domiciliation de l'enfant chez un des deux parents. Soit c'est via on utilise le critère des modalités de garde des enfants. Et là, on va plutôt voir par exemple les jugements. Donc, alors, toutes les modalités de garde ne passent pas par des jugements, c'est plus ou moins la moitié. Ou alors on se base sur des enquêtes sur les familles. Alors, si on prend juste le registre de domiciliation, on voit qu'une famille avec enfants sur 5 est monoparentale, avec une mère à la tête de la famille dans 85% des cas. Une famille sur 5, 85% des cas, oui. Une maman. Oui, une maman. Et donc même si l'enfant, par exemple, est en garde alternée égalitaire, on va considérer juste alors sur la base des calculs du domicile, le domicile le plus souvent de la mère. Mais on voit aussi que dans des enquêtes par exemple, il y a une enquête sur les conditions et les revenus et les conditions de vie, donc, qui intègre les modalités de garde des enfants. On voit que 65% des enfants qui sont en garde alternée majoritaire ou exclusive, en garde majoritaire ou exclusive chez la mère. C'est pour les gardes exclusives ou majoritaires chez le père, c'est 13%, et 25% des enfants en garde alternée égalitaire. Mais donc si on enlève ces 25% et qu'on regarde des situations plus donc de monoparentalité la plupart du temps, on retrouve en fait ces 85% plutôt chez la mère.
Pourquoi avoir d'emblée, bon, là on le voit effectivement, les parents solo, le mot femme y est ajouté, et précaire. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce rapport, et Marie nous dira aussi, est-ce que cette précarité est une nouvelle forme de violence ou est-ce qu'on doit la remarquer depuis plusieurs années? Quand on est femme et qu'on est maman solo, souvent la précarité est liée? Mais on sait que de manière générale, les femmes sont plus à risque de précarité et de pauvreté. Donc ça, c'est de manière générale. Et la monoparentalité, si je peux dire, vient ajouter une couche dans ce risque de précarité. Pour revenir un petit peu sur des chiffres aussi, parce qu'il y a une enquête récente qui vient de sortir de l'IWEPS, qui montre que la part des enfants qui font face à au moins une privation, donc il y a toute une série de critères, elle concerne, donc, pour les enfants qui vivent en majorité ou exclusivement chez leur mère, ce risque est vraiment est supérieur aux autres situations. Donc c'est sûr que sur la question de qui est-ce qu'il y a derrière en fait, ces situations de monoparentalité, il y a toute une série de facteurs aggravants et que les femmes du coup, qui sont majoritaires dans ces situations en fait, cumulent dans des situations de monoparentalité. Marie Denis, vous êtes donc psychologue au sein notamment de l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes. Est-ce que la précarité, la monoparentalité, c'est une forme de violence? Quelle violence est-ce qu'on remarque dans ces situations de femmes-là? Tout d'abord, je voudrais juste préciser qu'il y a plusieurs parcours de vie qui peuvent mener à la monoparentalité, dont le phénomène des violences. Parfois même des violences qui vont se poursuivre après la séparation, très souvent d'ailleurs. Donc une femme qui quitte pour raison de violence conjugale oui. le père de son enfant et qui part avec les enfants très souvent. Qui part avec les enfants et la violence va se poursuivre malgré la séparation. Et donc dans un contexte tel que celui-là, effectivement, la précarité peut s'installer et perdurer pendant de longues années parce que le partenaire ou l'ex-partenaire violent qui va exercer la violence va aussi exercer une forme de violence économique en refusant de payer la pension alimentaire, par exemple. Puisque tu es partie, débrouille-toi toute seule. C'est ça. Et effectivement, ce sont des parcours de vie très lourds, très compliqués, où on voit que les femmes ont du mal de faire valoir leurs droits, mais aussi de faire reconnaître la violence au sein des différentes institutions. Oui, parce que vous parlez de violences intrafamiliales, mais aussi institutionnelles. Quelles sont-elles, ces violences institutionnelles, justement? Alors, un déni des violences, parfois un manque de reconnaissance, parce qu'il y a un manque de formation des professionnels. Donc, les professionnels ne vont pas identifier la violence, ils vont plutôt parler de conflit. Et quand il y a un déni de la violence, forcément, on ne va pas considérer qu'il y a des conséquences à cette violence. Donc, les femmes et les enfants qui continuent de subir cette violence malgré la séparation vont quelque part se retrouver dans des situations où elles ne seront pas protégées, il n'y aura pas de prise en charge adéquate. Et on va constater un effet domino où les mères vont devoir prendre en charge les enfants alors qu'elles sont elles-mêmes dans le besoin de prise en charge psychologique. Et elles vont devoir un peu être tout à la fois, donc donneuses de soins, mais en même temps psychologue de l'enfant. Enfin, voilà, elles vont devoir jongler avec cette situation. Et ça, c'est très, très dur, en fait, très pénible. Vous voulez dire que vous aussi, dans votre métier, vous avez vu des collègues, des professionnels qui reçoivent une maman et en fait, souvent, on essaye que les parents continuent à former une équipe, à bien s'entendre, mais écoutez un peu votre mari, mais enfin, et que la violence qui a précédé et qui se poursuit, mais pas forcément devant le professionnel, elle est quand même là et il faut la déceler. Tout à fait, oui, il faut la déceler. C'est pour ça que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a demandé le développement d'outils de détection du contrôle coercitif. Donc nous, on a mobilisé cette notion au sein de l'Observatoire pour élaborer ces guides. Et ce sont des outils qui permettent de déceler des formes de violence plus subtiles. Et donc on espère que ce concept va permettre aux différents professionnels de se saisir de la question pour améliorer la prise en charge des mères victimes de violences. Vous êtes aussi formatrice et autrice de ces guides, donc, dont vous parlez de détection et d'analyse du contrôle coercitif. Est-ce que la société est formatée, normée autour de la duoparentalité, justement? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer cela? On en voit de plus en plus des familles monoparentales et Evelyne va évidemment témoigner dans quelques instants.
Nos sociétés sont encore très duoparentales. Oui, et ce qu'on constate aussi, c'est beaucoup de biais sexistes qui perdurent, avec des attentes de la part des professionnels qui ne correspondent pas à la réalité des mères monoparentales. Et ces biais vont se concrétiser dans une représentation très figée de ce que doit être un père ou une mère. Et donc, les professionnels vont avoir, par exemple, comme attente vis-à-vis des mères, qu'elles donnent une image positive du père, même s'il est violent. Ils vont avoir comme attente qu'il y ait un maintien du lien qui se fasse entre... Pour le bien de l'enfant. Pour le bien de l'enfant. Et alors, une communication entre ex-partenaires qui, bien entendu, n'est pas possible quand il y a une situation de violence. Et puis alors, il y a un stéréotype, Evelyne, j'aimerais vous interpeller, dont vous avez un peu parlé, Marie, c'est ces mamans solo qui doivent être tout, et même exemplaires. Il y a comme un poids. Si vous élevez seul vos enfants, Evelyne, vous devez faire doublement mieux que d'autres. Est-ce que vous l'avez ressenti? Quel est votre parcours? C'est une charge mentale énorme, parce que évidemment, comme on est seul, il n'y a pas le papa qui peut intervenir. Donc c'est très compliqué. On doit être parfaite. Et je pense que déjà, quand on est à deux, on a cette image de, voilà, il faut être une maman parfaite. Mais encore plus quand on est seul. Et on se pose toujours la question si les choses sont bien faites, si l'éducation a été est bonne. Et si on fait les bons choix. Oui, parce qu'on est seul à le faire, ces choix-là. Exactement. Donc du coup, on n'a pas le droit à l'erreur, on va dire. Pareil, quand, par exemple, nous, on n'est pas en état où, en tant que maman, on a certaines choses qui font que, physiques ou autres, ben, il n'y a pas d'option. Donc, il faut qu'on soit non-stop debout et droit pour les enfants. Donc, c'est une charge mentale énorme. Vous êtes maman solo depuis combien d'années? Depuis toujours, 7 ans maintenant, ouais. Donc depuis 7 ans, Noah a 7 ans aujourd'hui. Tout à fait. Alors vous, on va aussi parler de votre adhésion, on va dire, aux familles, au relais famille mono, dont s'occupe également Amandine. En 2 mots, comment avez-vous connu ce relais famille mono et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, moi, j'ai connu le groupe, disons, l'année dernière, par une autre maman qui faisait partie aussi et qui était déjà venue à d'autres activités. Elle m'en a fait part parce que, disons, par solidarité aussi. Et du coup, ça a été une bouffée d'oxygène énorme. Je pense qu'on sous-estime le bien que ça puisse faire à nous, les parents solo. Donc, non, c'est une bouffée d'oxygène autant pour moi que pour mon fils. Avant de venir aux activités, à ce que vous faites au sein de ce relais famille mono, quelles sont vos plus grandes difficultés aujourd'hui? J'imagine que ça évolue aussi avec l'âge de l'enfant. Les difficultés que vous aviez quand Noah avait 1 an et maintenant 7 ans, elles sont très différentes et vous devez faire face à chaque étape. Aujourd'hui, par exemple, quelles sont vos principales difficultés? Alors, c'est très compliqué pour trouver un logement, par exemple, qui soit adapté à nos besoins. Je pense que déjà, pour une personne lambda, un couple, c'est déjà pas évident. Mais alors, quand on est seul, je pense que c'est une difficulté supplémentaire. Oui, vous voulez dire que les propriétaires vous demandent des comptes, bien Exactement. plus que est-ce que vous allez pouvoir assumer ce logement. Et c'est exact. On nous met une pression. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir réaliser ça? Donc oui, il y a énormément d'embûches, on va dire. Le côté financier qui reste toujours problématique. On doit compter le moindre petit centime qu'on va dépenser. Est-ce que c'est une dépense qui est utile? Est-ce que c'est inutile? Donc, on marche vraiment un petit peu sur un fil. Les professionnels, vous me disiez aussi, off-record. Tout à fait, oui. C'est que tout à fait. Aujourd'hui, les employeurs, sur le marché de l'emploi, il faut être un peu compétitif. Alors, louper un jour pour votre enfant, ça va. Mais plusieurs jours, c'est plutôt compliqué. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de ce projet en tant qu'indépendante, parce qu'au moins, je vais pouvoir en faire en fonction de mes horaires et pour mon fils également. Donc, c'est très problématique quand on a un emploi et qu'on a un employeur qui n'est pas très compréhensif, on va dire. Oui, effectivement, on va être absente 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après... il n'y a pas, et même vis-à-vis des collègues, parce que du coup, ça va être un petit peu
une course par rapport à ce qu'eux, ils ont comme contrainte et comme avantage. Et nous, mon dernier emploi, mon horaire était en fonction de mon fils, mais ça a amené énormément de jalousie aussi au niveau des collègues. Pourquoi est-ce que toi, tu as droit et pas moi? Parce que toi, tu as un papa tout à fait. qui va chercher l'enfant à l'école. Tout à fait. Donc, c'est très problématique. Et vous faites le choix de l'indépendante complémentaire, qui est un risque aussi. C'est un risque aussi, bien sûr. Donc, vous ajoutez quand même. Mais voilà, c'est l'option qui vous semble la meilleure. C'est la meilleure option que j'ai aujourd'hui, de pouvoir concilier ma vie de maman et autres. Vous allez nous dire comment cette bouffée d'oxygène, est-ce qu'elle vous apporte avec Amandine de Doncker. Donc, vous êtes assistante sociale au relais famille mono et vous connaissez bien Evelyne. C'est quoi ce dispositif? Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Combien de familles, j'ai envie de vous demander, vous aider? Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, concrètement, c'est un dispositif qui vise à mettre en place tout un réseau autour de ces mamans solo. Alors, des parents solo à la base, mais c'est vrai que moi, en tout cas sur tournée, je n'ai pas de papa qui se sont inscrits pour le moment. Mais vous ne les refusez pas? On ne les refuse pas, c'est pas du tout destiné aux mamans uniquement, mais c'est vrai que dans la pratique, il n'y a pas de papa qui participe. Autour de moi, j'ai un réseau de plus ou moins 100 mamans, je dirais, qui participent plus ou moins régulièrement aux différentes activités qui sont mises en place. Et ces activités, elles visent vraiment à venir donner une réponse à des besoins qu'on a pu identifier dans une première phase de ce projet. Ces besoins, moi, je les ai un peu catégorisés en quatre besoins principaux. Donc, il y a le besoin d'information. Donc là, on discute un peu de tout ce qui est le recours au droit, à quoi je peux prétendre en tant que famille solo. Bien sûr. Mais ça va vraiment dans tous les sens. Donc on a plutôt le recours au droit dans le côté plutôt juridique, mais aussi l'accessibilité aux soins de santé, quelles sont les aides qui existent autour de moi, le réseau qui était déjà en place et qui peut peut-être parfois venir apporter une réponse à une problématique X ou Y. Il y a le besoin de rompre l'isolement social. On sait que ce sont des familles qui sont tellement dans le faire tout le temps, que finalement, elles se sentent seules et elles sont souvent seules. Et donc voilà, c'est l'idée de pouvoir créer du lien entre elles. Il y a aussi donc des activités qui visent, on va plutôt dire les trucs et astuces, donc comment je peux faire pour améliorer mon quotidien. Là-dedans, on met des activités du type, par exemple hier, on a eu une activité où c'était comment réduire mes frais de courses alimentaires. Et chaque maman a pu s'échanger ses petits tips. On a même créé un groupe de mamans solidaires suite à cette animation et où on va s'échanger, tiens, il y a une promo sur les produits de lessive, si j'en achète ces 2 + 1 gratuits, qui est-ce qui a envie d'en profiter avec moi, enfin voilà, ce genre de choses. Et le dernier gros besoin que moi j'ai pu identifier, c'était l'accès aux loisirs et à la culture. Puisque ce sont des familles où, comme le disait Evelyne, chaque centime compte. Et finalement, la première chose qu'on laisse de côté, c'est les loisirs, c'est on ne va pas au cinéma, on ne va pas... Voilà, à chaque fois qu'il faut prendre son ticket de cinéma au théâtre, il faut aussi payer une babysitter ou un babysitter qui viendra regarder. C'est ça. Et puis, au-delà de le faire en tant que maman toute seule, il y a aussi les enfants qui finalement... On se retrouve avec des enfants qui, à la rentrée scolaire, disent moi je suis pas partie en vacances et j'ai pas été à la piscine, je suis pas allée à la mer une journée, ce sont parfois des enfants qui n'ont absolument rien fait de leurs vacances. Et donc l'idée c'est de parfois venir apporter un petit plaisir. C'est pas l'essentiel du projet, mais de temps en temps on vient avec une activité un peu plus ludique. De façon générale, on propose des activités à destination des parents donc seuls, ou des activités parents-enfants. Les activités parents-enfants, donc comme je le disais, c'est l'accès à la culture, au loisir, mais pas forcément que. On est parfois dans des activités où l'idée, c'est de faire pause aussi, où les parents peuvent, le temps d'une après-midi, pendant 2 heures, faire du coloriage avec leurs enfants, mais on sait qu'à la maison on le fera pas parce qu'il y a la lessive, il y a la préparation du repas, voilà. Les devoirs, il y a toujours quelque chose à faire, on est toujours prise par une tâche à la maison, donc forcément c'est un moment où on peut réellement se poser et se dire voilà,
maintenant et je suis là avec toi et on fait cette activité ensemble. Et puis ça permet aussi aux mamans de se voir, d'avoir un moment entre nous aussi. Oui, parce que vous le disiez, Amandine, c'est tisser du lien. C'est ça. Quelles activités aimez-vous le plus Je pense qu'on a eu une série c'était des activités, l'atelier débrouillarde, où on faisait des choses plutôt manuelles. Et c'était très pratique d'ailleurs. C'était apprendre à réparer une chasse d'eau toute seule. Oui. Et donc de ne pas devoir racheter un système complet ou faire appel à quelqu'un qui coûte de l'argent. Enfin voilà. Une centaine d'euros. C'était vraiment l'idée d'apprendre à se débrouiller. Alors sur les petits travaux évidemment, on ne refait pas une maison entière, mais voilà, l'idée d'apprendre à se débrouiller seul pour les petits travaux du quotidien. Et c'est très, très important. C'est tous les jours? Vous pouvez vous contacter tous les jours? On peut on peut avoir un contact tous les jours. Bien sûr que on essaye de limiter aussi. J'organise plus ou moins entre 10 et 15 activités sur le mois. Là-dedans, on essaie toujours qu'il y ait 2 voire 3 activités par enfant. Et il y en a plus quand c'est les vacances scolaires. Donc quand c'est les vacances scolaires, l'équilibre balance un peu. Il y a plus d'activités par enfant et un peu moins d'activités pour les parents. Vous disiez un réseau de 100 mamans, 100 familles monoparentales, mais je suppose qu'aux activités, vous êtes moins nombreuses, vous répartissez par groupe. Oui, c'est ça. On est entre 5 au minimum et ça peut aller jusqu'à 15, plus ou moins. Donc généralement, c'est un peu le même groupe qu'on retrouve à chaque activité. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça nous permet de tisser du lien, d'avoir cet échange aussi, parce que finalement, quand on est maman solo, on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup d'autres choses. Puis chaque activité, même si on a parfois envie de faire des choses pour nous, ça a un coût, évidemment. Donc à chaque fois, on en revient à ça, le côté financier. Et du coup, les activités, on puisse se retrouver et discuter de la vie de tous les jours ou même d'autres choses. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être centré sur nos enfants. Et d'ailleurs, c'est important qu'on puisse décrocher. Vous le disiez, la bulle d'air. Le relais, c'est dans toute la Wallonie, à Bruxelles? Oui, c'est ça. Juste la Wallonie, il n'y a pas Bruxelles. Pas à Bruxelles, mais il y a d'autres structures, j'imagine. Oui. Voilà. Il reste, 5 minutes et quelques. Je voulais voir aussi, avec vous, Marie et Lotte, quels sont... Bon, il y a des structures comme celle du relais dont parlaient Amandine et Evelyne, mais tous ces droits sont en construction. On le dit, le modèle doit changer, le modèle sociétal de duoparentalité à monoparentalité. Quels sont les changements les plus urgents à accomplir et sur quoi vous vous battez pour le moment? Mais disons que, donc c'est vrai que le relais famille mono, il s'adresse aux mamans solo, mais particulièrement à celles qui sont en situation de précarité. Enfin, je veux dire, on voit aussi que c'est plutôt ces mamans-là qu'on attire, parce que je travaille aussi dans le projet. Mais donc en fait, il y a au niveau politique ou au niveau, en tout cas, accès aux droits, il y a des choses à faire qui sont de l'ordre de la lutte contre la précarité et la pauvreté. C'est-à-dire que si on a des politiques solides à ce niveau-là, forcément, elles vont bénéficier aussi aux mamans solo. Et donc, il y a toute une série de choses. Par exemple, et c'est pour revenir aussi à la question de la norme duoparentale, il y a des chantiers à poursuivre. Et en fait, ce sont des choses qui sont déjà revendiquées par beaucoup d'acteurs de terrain. C'est notamment l'individualisation et l'automatisation des droits sociaux. Par exemple, la question du statut de cohabitant, pour donner un exemple, c'est quelque chose qui freine énormément de possibilités aussi, notamment pour les mamans solo. C'est-à-dire qu'en matière de calcul de droits ou de montants, par exemple, ça empêche de pouvoir imaginer des formes de solidarité, de cohabitation qui permettraient en tout cas certaines pistes. Donc on en parle de plus en plus, effectivement, de cohabiter entre amoureux, mais aussi entre mamans, entre amis, c'est vrai. Par exemple, aussi les familles recomposées, par exemple, on présuppose une forme de solidarité économique entre des conjoints par rapport à la charge des enfants, et donc déjà, même dans les parents qui sont ensemble, c'est pas toujours le cas. Séparés, on voit que ça pose beaucoup de questions.
mais donc dans les recompositions familiales également. Il y aurait des choses à améliorer, notamment en termes de facilitation du paiement des pensions alimentaires. On voit que 47% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou pas régulièrement payées. Alors il y a un organisme qui existe, qui est le CECAL, que l'on peut solliciter pour récupérer des pensions non dues. Mais par exemple, dans des situations où il y a un degré de violence ou en tout cas de conflit élevé, ça reste de la charge de la maman à solliciter ce type d'organisme. Alors que, par exemple, je pense qu'en France, c'est l'organisme qui se charge de récupérer directement sans sollicitation de la maman dans ce cas-ci. Donc il y aurait des choses à changer à ce niveau-là. Mais... Marie-Denis, il reste 2 minutes environ. Quels sont, vous, avec votre expérience de terrain, les premiers changements à opérer? Je pense qu'il faut absolument que la justice tienne compte de la dynamique relationnelle entre les ex-partenaires pour déterminer les droits de garde et d'hébergement. Donc, s'ils sont face à une dynamique de violence... en tout cas, moi, mon avis de professionnel, c'est qu'il faut exclure la garde égalitaire, en tout cas les premiers temps, pour permettre aux victimes de se reconstruire. Parce que si la mère ne peut pas se stabiliser émotionnellement et prendre soin d'elle et de son enfant juste après la séparation, on voit que ce sont des parcours... des parcours de vie, oui, qui sont chaotiques et où... Identifier et puis aider véritablement. Et voilà, une prise en charge beaucoup plus adaptée, en fait, à leur réalité de victimes de violences. Parce qu'actuellement, il n'y a pas. Il y a très peu de structures qui proposent, en tout cas, une évaluation et une prise en charge adéquate pour les mamans. Oui. Il y a vraiment très peu de choses structurellement mises en place. Et si on ne connaît pas ses droits, comme vous le disiez, si on ne connaît pas des relais comme le relais famille mono, on est vraiment tout seul. Oui. 56 secondes, voilà, je vous remercie Lotte, Marie, Amandine et Evelyne d'avoir été là. On rappelle donc ce rapport. On rappelle aussi, j'avais demandé de le prendre, vous ne l'avez pas pris. Il y a un petit guide qui existe, le guide des familles, mais je crois qu'on peut peut-être en incrustation le mettre pour vous renseigner. Il y a aussi tout un tas de sites internet que nous mettrons sur notre page. Je les ai un petit peu oubliés. Voilà, oui, en Wallonie, Relais Famille Mono. On peut consulter le site de la Fédération des services sociaux, fdss.be. Tout est là-dessus. Et puis famillemonoparentale.wallonie.be également. Et alors à Bruxelles, je vais citer la Maison des parents solos et le site bruxellois sur la monoparentalité. Et puis cette expo à voir dès le 2 février à la Cité Miroir et ces superbes photos de Christophe Smets, le 15 février, pardon. Merci à toutes les 4 d'avoir été là. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.